Monsieur le Premier Adjoint au maire, merci pour cette magnifique introduction, tout à fait dans la thématique, le passé, le présent, le futur, les réflexions générales. Alors nous allons beaucoup parler dans cette journée de technique chirurgicale, de transmission, de progrès de ce savoir. J'ai parlé du patient, vous savez, science et conscience. Et donc, transmission de la technique, c'est l'enseignement. Et nous ne pouvions pas ne pas avoir avec nous un autre chirurgien, le professeur Élie Serrano, doyen de la faculté de médecine de Rangueil, pour vous accueillir. Mon cher Élie. Monsieur le Président, chers académiciennes, chers académiciens, cher Pascal, c'est un honneur aussi pour moi d'accueillir aujourd'hui cette séance de l'Académie nationale de chirurgie. C'est un honneur aussi de vous accueillir dans cette salle dont l'histoire vient d'être rappelée par notre ami Daniel Rouget. Clément Cisor, vous le savez, est un nom qui est rattaché à l'histoire de cette Académie des Jeux floraux toulousaine, mais Toulouse a aussi donné bien d'autres noms à des établissements de santé, en particulier des noms d'illustres chirurgiens, Ambroise Paré, anatomiste, chirurgien du roi, des rois devrais-je dire, puisqu'il en a connu plusieurs, Hippolyte Larrey, chirurgien de l'empereur Napoléon III, qui a donné son nom à l'hôpital Larrey, longtemps hôpital militaire de la ville, et aujourd'hui hôpital rattaché au CHU, dans lequel j'exerce l'otorhinolaryngologie. Toulouse n'a pas bien sûr que ces atouts-là, il a bien sûr d'autres atouts artistiques, culturels, culinaires, que j'espère vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de votre séjour. L'attractivité de la chirurgie pour nos étudiants et nos internes ne se dément pas. Pour preuve, je dirais que tous les postes des disciplines chirurgicales sont pourvus à l'examen classant national, ce qui n'est pas le cas pour d'autres disciplines, et le rang moyen d'affectation ne va pas au-delà de 4000, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, avec la palme pour la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, où il ne faut pas être classé au-delà du 948e en 2020 pour avoir un poste dans un de nos services hospitaliers de France. Donc cette attractivité ne se dément pas. La formation chirurgicale, elle a beaucoup évolué aussi ces toutes dernières années, d'ailleurs par la formation dans un troisième cycle rénové par une réforme qu'on appelle la R3C, et vous connaissez non seulement l'allongement de la durée de la formation, où toutes les spécialités chirurgicales sont passées à 6 années de formation, avec 3 phases, une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation pendant laquelle l'étudiant de troisième cycle, l'interne, a le titre de docteur junior. Pendant toutes ces années de formation, eh bien, l'interne apprend, bien sûr selon le compagnonnage habituel, mais pas que. On voit aujourd'hui de nouvelles techniques d'apprentissage arriver, la simulation, bien sûr, chirurgicale, mais pas que, les nouvelles techniques en laboratoire d'anatomie. Et Toulouse est toujours à la pointe de ces formations, avec un institut toulousain de simulation en santé qui est très performant, plus de 1500 mètres carrés, une implication de tous les enseignants de cette faculté, une formation de tous les chirurgiens, avec, dès le début de l'internat, une formation aux gestes de base en chirurgie, et je salue ici Michel Soulier, qui longtemps a mené cette formation pour nos jeunes internes. La formation chirurgicale, elle est nécessaire, elle doit se poursuivre dans le post-internat. Aujourd'hui, on peut regretter que le nombre de post-internats ne soit pas plus important. Le ministère nous assure qu'il n'y aura pas de diminution de postes de chef de clinique assistant, mais ce que nous souhaitons, c'est plutôt une augmentation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La formation, c'est aussi les échanges inter-CHU, mais aussi mobilité nationale ou internationale, et c'est cette mobilité qui est enrichissante pour nos jeunes internes et qui peut leur permettre de poursuivre une carrière hospitalo-universitaire s'ils le souhaitent. Là aussi, l'incitation à la mobilité devrait être beaucoup plus importante, avec des moyens qui sont maintenant
de plus en plus importants, des moyens financiers pour aller de plus en plus loin, pour aller de plus en plus longtemps. Et j'incite bien sûr, à chaque fois que je le peux, toutes nos institutions, que ce soit une institution hospitalière ou universitaire, à favoriser financièrement, et non seulement pour l'interne, mais aussi pour sa famille, parce que c'est quand même toujours un investissement très important pour un jeune de pouvoir partir une année à l'étranger s'il souhaite bien sûr continuer dans une voie de recherche ou une voie hospitalo-universitaire. C'est aussi pour moi, et je ne vais pas être très très long, aussi pour moi de féliciter et de pointer la remarquable histoire et le remarquable dynamisme de l'école toulousaine de chirurgie. Vous allez avoir des démonstrations tout au long de la journée, par des différentes présentations qui vont se succéder, de toutes les innovations en matière de chirurgie endoscopique, de chirurgie robotique, mais aussi en matière d'organisation de la prise en charge, que ce soit en hospitalisation ou à domicile. Et je souligne ici que bon nombre d'innovations ont fait l'objet de premières mondiales, que ce soit en chirurgie robotique et en chirurgie endoscopique. Et je crois qu'on peut être fier de cette école toulousaine et de tous ceux qui ont participé et ont contribué à son développement. Et pour ça, je tiens bien sûr, au nom de la faculté, à les remercier tous. Donc, je vais abréger mon propos pour ne pas laisser trop de temps libre. Voilà. Mais je voulais simplement aussi donc, vous souhaiter la bienvenue à Toulouse. Je sais que les communications vont s'enchaîner. J'espère que vous aurez de fructueux échanges. Et je vous souhaite dans tous les cas une bonne journée de travail. Je vous remercie de m'avoir permis de dire ces quelques mots.